Alors salut à vous les jolis cœurs, salut à vous les cœurs joyeux. Aujourd'hui, on va commencer à raconter un peu. Alors qu'est-ce qu'on va raconter? On va raconter l'histoire de Charlemont. Si vous vous intéressez un petit peu à la boxe française, c'est un nom qui va rapidement sortir du bois. Charlemont est comme une marque de fabrique, une empreinte indélébile laissée sur la boxe française. Charlemont, c'est une méthode, c'est une institution. Et pour aborder Charlemont et sa méthode, avant de passer à l'étude technique, à essayer de définir qu'est-ce que la boxe française de Charlemont, qu'est-ce qu'elle a de spécifique, qu'est-ce qu'elle a de plus, de moins par rapport aux autres boxes françaises, j'aimerais un peu vous parler du personnage. Parce que quand on parle de Charlemont, il peut vite y avoir confusion. Pourquoi? Parce qu'il y a Charlemont le père et Charlemont le fils. Et donc nous, ici, on va bien s'intéresser au père, au fondateur de la méthode, à celui qui va classer, qui va clarifier. Et donc pour introduire le personnage, ce qu'on va faire, c'est qu'on va lire sa biographie écrite par lui-même. Alors, c'est un ouvrage assez particulier, mais c'est un ouvrage qui fait référence tout simplement parce que cet ouvrage s'appelle La boxe française historique et biographique, souvenirs, notes, impressions et anecdotes. Et la raison pour laquelle cet ouvrage reste une référence, c'est qu'il y a peu d'ouvrages qui vont vraiment être des témoins de leur époque. Et c'est ce que Charlemont a essayé de faire. Donc, écoutez, on va se lancer déjà, avant de commencer la lecture de... Parce que dans cet ouvrage, on y trouvera raconté tout d'abord l'histoire de différents maîtres qui ont précédé Charlemont, des contemporains, et même la vie de Charlemont racontée par Charlemont lui-même. Et donc avant de se plonger dans ce récit, dans l'histoire de Charlemont, la légende de Charlemont racontée par Charlemont, nous allons tout d'abord lire l'avant-propos. On y va. L'Angleterre possède depuis longtemps déjà son histoire de la boxe, et plusieurs auteurs ont fait sur ce sujet de très intéressantes études. Nous aurions voulu, nous aussi, écrire une histoire complète de notre belle boxe française. Mais cette tâche, que nous avons entreprise de grand cœur et que nous aurions été si heureux de mener à bien, n'a pas pu être entièrement remplie suivant nos désirs. Les documents sérieux sur la boxe sont fort rares, et souvent, nos recherches sont restées sans résultat. De plus, les anciens maîtres ont malheureusement disparu sans nous faire héritier des renseignements précieux qu'ils auraient pu nous donner sur le passé. Aussi avons-nous été dans l'obligation de laisser dans l'ombre ce que nous pourrions appeler la naissance de la boxe. Mais si nous n'avons pas pu déchirer ce voile impénétrable, nous avons pu cependant réunir un certain nombre de documents, de faits, d'anecdotes qui, joints à nos souvenirs personnels, nous ont permis de présenter au public le présent ouvrage. Pour n'être pas tout à fait complet, il n'en sera pas moins très utile à ceux qui voudront, plus tard, écrire l'histoire de la boxe française. C'est du moins notre vœu le plus cher. Dans certaines des biographies qui figurent dans ce livre, nous nous sommes montrés parfois sévères pour les anciens, pour les jeunes aussi bien que pour nous-mêmes. Mais qu'on n'aille pas nous accuser de haine, de jalousie ou de mauvaises intentions. Loin de là. Tout en reconnaissant à chacun ses qualités et ses défauts, nous n'avons eu qu'un désir, qu'un seul but, celui de dire toute la vérité et de faire connaître tels qu'ils sont les hommes qui appartiennent à l'histoire de notre art. N'est-ce point, d'ailleurs, faire œuvre de justice que d'exposer sans flatterie, mais aussi sans partialité, ce qui peut intéresser les générations à venir?
Crede Caesari quae sunt Caesaris, et quae sunt Dei Deo. Rendez à César ce qui appartient à César, et à Dieu ce qui appartient à Dieu. Et c'est sur cette phrase, hautement symbolique, que s'achève l'avant-propos. Alors, très intéressant, non? Déjà, on y voit plusieurs choses. Ce qu'on voit, c'est que Charlemont, il veut pas juste écrire une biographie ou des mémoires. Il a une mission. Il veut transmettre. Transmettre quoi? L'histoire de la boxe française. Et il nous témoigne que déjà à son époque, les parties sont manquantes. Il y a des trous, il y a des énigmes. On ne sait pas d'où vient la boxe française. Alors, pour approfondir ce sujet, je vous conseille d'aller écouter les épisodes de Cap et d'Épée, le podcast sur les arts martiaux français, qui, au travers des sources qui retracent toute l'histoire et toutes les théories qu'il y a autour de la naissance de la boxe française. Car elles sont nombreuses, et on va pas s'attarder ici à toutes les déployer, on le fera peut-être un jour dans une autre vidéo, mais ici c'est pas le sujet. Ici on parle de Charlemont, et donc ce qu'on voit c'est que Charlemont, avec toutes les qualités et tous les défauts qu'il peut avoir, il essaye ici, au-delà d'écrire un peu ses mémoires par un geste un petit peu égocentrique. Au-delà de cet égocentrisme qui pourrait poindre, il y a aussi le fait de juste laisser des traces, laisser des témoignages qui permettront aux générations futures, et ces générations futures, c'est nous, d'en savoir un peu plus sur l'histoire de la boxe française. Ça, c'est très précieux. Donc ce qui va être important pour le texte, parce qu'après on va voir l'histoire de Charlemont racontée par Charlemont, c'est que c'est justement, Charlemont n'est pas neutre dans cette histoire, il n'est pas extérieur, il est le témoin d'une époque, mais il est l'acteur, et il est l'héritier, parfois le juge, de ce qui va être raconté. Donc forcément, ça sera à prendre avec ce point de vue, qui sera particulier. Donc on va pas lire ça comme une vérité absolue, mais on notera tout de même la démarche et le côté conscient qu'a Charlemont, qu'il faut aussi transmettre les témoignages de l'époque, car ceux de l'époque précédente ont déjà disparu, et il n'y a maintenant plus moyen de savoir exactement ce qui s'est passé. Et on notera tout de même que cet avant-propos se termine par une phrase hautement symbolique, et qu'il est d'autant plus dans la thématique de notre chaîne. C'est une phrase de l'Évangile. Rendez à César ce qui est à César, et à Dieu ce qui est à Dieu. Alors, qu'est-ce que cela veut dire de positionner comme ceci dans cet ouvrage? Il y a tout simplement, déjà ça marque l'époque. C'est-à-dire que à cette époque-ci, les hommes, avant d'être des maîtres d'armes, avant d'être des professeurs, c'était aussi des chrétiens qui étaient empreints de cette morale chrétienne. Et donc quand Charlemont nous parle d'une volonté de véracité, il porte en cela une volonté devant Dieu. C'est-à-dire que il est de son devoir en tant qu'homme d'être sincère. Ce n'est pas pour rien qu'on va mettre cette phrase en avant. Et donc on pourrait conclure un petit peu ceci, c'est que dans cet ouvrage, Charlemont, il va essayer de rendre à César ce qui est à César,
à Lecourt ce qui est à Lecourt, à Vigneron ce qui est à Vigneron, à Le Boucher ce qui est à Le Boucher, et de rendre à Charlemont ce qui est à Charlemont. Ni plus, ni moins. En tout cas, écoutez, épisode 0 terminé. Entrons dans la vie de Charlemont, racontée par Charlemont.